Eh bien, écoutez, l'histoire, c'est l'histoire de notre famille qui a été escroquée dans le cadre d'interventions liées à un notaire de Montpellier, puis ensuite à l'UDAF de l'Hérault, qui a géré la curatelle aggravée de ma tante entre 1999 et 2001. La date de son décès, elle est décédée en août 2001. Donc, les principaux protagonistes de l'affaire sont au départ un notaire, le notaire Vidal à Montpellier, puis l'UDAF derrière. Voilà. Les montants qui ont été volés à ma tante, donc par définition à notre famille dans le cadre de la succession, de manière formelle, on peut affirmer plus de 1 million d'euros aujourd'hui, bon, et très vraisemblablement plus de 2 millions d'euros au travers des manipulations. De manière formelle, parce que je l'ai démontré, 1 million d'euros, mais comme toutes les opérations étaient doublées, faisaient l'objet de doublons, très vraisemblablement plus de 2 millions d'euros. Alors, il y a plusieurs méthodes, selon qu'elles sont intervenus le notaire ou l'UDAF. Alors, dans un premier temps, si on se limite à l'aspect du notaire, le notaire est intervenu en vidant les comptes de ma tante, qui étaient déposés au Crédit Lyonnais et puis au Crédit Agricole, en vidant ses coffres avec l'aide de la complicité d'agents internes, en particulier du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole, qui lui donnaient libre accès aux coffres, au pluriel, de ma tante. Et puis, j'allais dire à un tel point que ma tante, qui était assujettie à l'ISF, s'est retrouvée placée sous interdit bancaire, parce qu'elle était déclarée insolvable. Elle n'avait plus un centime vaillant en poche. Il a d'ailleurs fallu qu'à titre personnel, je paye un certain nombre de factures, parce qu'elle n'avait plus d'argent. Alors, à la suite de son placement sous curatelle renforcée, une partie de l'argent est réapparue mystérieusement sans que l'UDAF soit à même d'expliquer les procédures. Et ensuite, la technique utilisée, qui était simple, était d'abord d'avoir falsifié l'inventaire initial. Et ensuite, donc l'inventaire initial a été fait avec un commissaire-priseur qui l'a falsifié, ce qui a été reconnu par le commissaire-priseur et par l'UDAF. On ne parle pas de falsification, ils ont parlé d'inventaire rectificatif, d'inventaire rectifié ou d'inventaire rectificatif, pour ce qui était une manière de dire qu'il avait été falsifié sans produire l'original. Et deuxièmement, la multiplicité des fausses factures. La technique principale, une des techniques principales, outre vider les coffres, mais ça c'est facile, mais la technique principale utilisée par l'UDAF, c'est la double facturation, la triple facturation. C'est un jeu de fausses factures permanent. Je ne crois pas qu'une seule des factures de ma tante n'ait pas été dupliquée. Donc la technique, elle est enfantine, on fait des photocopies, des prorata et on ventile. À l'époque, en profitant du fait des comptes pivots, ce qu'on appelle le compte pivot, c'est-à-dire on met dans un pot central, en quelque sorte, toutes les factures, et impossible de les démêler. Alors on les fait payer par le pot central, puis après on les reporte sur des pots particuliers individuels, on les paye une deuxième fois. Et ça se fait, c'est un jeu d'enfant, si on peut dire, de procéder à ces opérations. Voilà, c'est essentiellement les techniques utilisées. D'accord. Et couvertes ensuite par la justice, quoi, parce que la justice sait très bien le problème des doubles factures. Enfin, c'est tellement visible qu'elle ne peut pas ne pas le voir. Bon, mais elle couvre. Alors à qui profite le crime? Eh bien, au moins l'argent détourné. Là, il n'y a pas de crime officiel dans cette affaire. Il y a de l'enrichissement personnel, c'est évident, c'est reconnu. Il y a un enrichissement personnel de l'ensemble des intervenants. Bon. Et ensuite, très vraisemblablement, au travers, alors c'est clair, au travers des réponses qui m'ont été faites, on va dire des enrichissements partisans au sens large, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, des organisations diverses et variées, de nature syndicale, de nature mutuelle, de nature politique, qui font partie du système et qui couvrent le système. L'exemple le plus frappant, c'est de voir le président de l'UNAF lui-même, si on peut dire reconnaître les faits,
sans les reconnaître naturellement, mais ne pas les dénier, ce qui est la meilleure manière de reconnaître que de le reconnaître, quoi. Et ça monte jusque les derniers courriers que j'ai pu adresser à M. Delevoye, au président Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental, qui est incapable de le nier. Voilà. Donc, où passe l'argent, voilà, vous le trouvez à la fois dans des structures, bon, d'abord dans des poches particulières, parce qu'on commence par se servir, puis dans des poches générales, d'intérêt, alors certains disent philanthropiques, bon, et puis jusqu'au sommet de l'État. Voilà. Oui, j'amène les preuves, j'ai les preuves absolues de toutes les opérations. Si vous voulez, c'est d'ailleurs le fait de posséder les preuves qui a quelque sorte motivé ma démarche initiale, le fait que je me sois plaint et que j'ai demandé à la justice de faire les comptes, et maintenant d'accuser en quelque sorte un certain nombre de magistrats d'être corrompus, il n'y a pas de mot autre que ça, dans la mesure où quand vous voyez un procureur général vous tenir que 6 252 c'est la même chose que 7 413 vous vous dites il y a un problème, il y a un problème. Le procureur général qui ose tenir des propos pareils, ça pose véritablement question, et d'ailleurs ça ne pose plus de question. On a dans le fait même la réponse à la question qu'on pouvait se poser. C'est-à-dire que la corruption, elle est organique à l'intérieur même du ministère de la Justice. La justice française ne peut pas ignorer ce modeste dossier. Bon. Il est modeste en soi, quelques millions de francs ou d'euros disparus par rapport au budget de la justice ou au budget de l'État, c'est insignifiant, mais le problème qui se pose derrière, c'est que derrière ce dossier, il y en a des centaines de milliers tout à fait identiques. Et c'est la raison de, en quelque sorte, l'ostracisme dont notre dossier est porteur, des tentatives d'étouffement qui se multiplient à tous les stades, alors que ce soit au niveau du tribunal de grande instance de Montpellier, au niveau de la cour d'appel de Montpellier, de sa chambre d'instruction, du parquet général, des parquets généraux, parce que j'ai porté plainte aussi contre M. Vibou, le notaire Vibou, qui est intervenu, parce que derrière on découvre que Maître Vibou était parfaitement informé de la situation, des détournements qui avaient été accomplis par son prédécesseur, Maître Vidal, et qu'il travaillait main dans la main. Et il travaillait non seulement main dans la main, mais il travaillait avec la protection de leur chambre départementale des notaires mutuels. L'un, celui de la Savoie et de la Haute-Savoie, et l'autre, celui de l'Hérault. Même avec la protection du Conseil supérieur du notariat à Paris. Je peux citer les trois présidents qui ont couvert des malversations les plus odieuses qui transparaissent. On a un parquet général où on a des présidents du CSN qui vous affirment que 1 plus 1 est égal à 0. Voilà. Monsieur, s'il manque 6 millions dans votre dossier, bah, écoutez, c'est qu'ils n'y sont pas. Donc, globalement, traduisez, ça fait que 6 millions égale 0. Il manque 10 millions, écoutez, 10 millions, ça fait 0, c'est pareil. On a une liberté d'esprit à ce niveau qui est absolument totale. Dès lors qu'on entre dans le mensonge, dans la forfaiture permanente, pourquoi se gêner ? Voilà.